sans sécurité. Donc il nous faut à tout prix une économie forte. Et quand je le dis, je compte pratiquer la préférence nationale, favoriser le patriotisme économique. Et les fruits de la croissance, comment vous allez les répartir équitablement? C'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. On se plaint de manque de ruissellement, justement, de la croissance économique. Pourquoi? Parce que on voit une croissance, mais le taux de pauvreté reste le même. Votre recette, ce sera laquelle? Mais déjà, dans le développement plus inclusif, nous avons 33 régions en Côte d'Ivoire. Il faut identifier les aspects compétitifs de chaque région et développer de nouveaux pôles économiques. Il y a de nouvelles filières agricoles que l'on peut développer. Il y a plus d'industries que l'on doit avoir. Il y a des anciennes filières qu'on a laissées péricliter et qu'il faut restructurer et remettre sur pied. Lesquelles? Et ajouter de nouvelles filières. Quelles sont-elles? La filière textile, par exemple. Quand on récoltait le coton, il y avait les filatures à Dimbokro et ensuite sur Abidjan. Et on avait combien d'Ivoiriens se souviennent que l'entreprise américaine Wrangler fabriquait ses jeans ici en Côte d'Ivoire? Jeans, chemises, autres pantalons. Il y avait toute une gamme d'habits qui étaient fabriqués ici en Côte d'Ivoire. La filière partait du champ de coton jusqu'au produit fini. On a perdu. Pareil avec Gonfreville. Donc, on doit restructurer et les rendre compétitives. Le gros problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons une économie qui n'est pas compétitive. Je le dis depuis des années. Je répète le même discours depuis des années. Nous avons une économie qui n'est pas compétitive et nous devons la rendre compétitive. Boni. Justement, vous parlez de rendre l'économie compétitive, en même temps vous parlez de préférence nationale. Monsieur le ministre, dans un contexte où l'économie ivoirienne est dominée par le financement extérieur, également les décisions extérieures, pas plus tard que ce midi, je suivais un documentaire qui montre qu'on a au moins 1 million d'entreprises françaises déjà encore en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous y prendre pour que votre politique de l'Ivoirien soit une réalité? Et en plus de cela, est-ce que cette politique ne contrevient pas avec les principes de la CEDEAO qui recommande la libre circulation des personnes et des biens, le libre entrepreneuriat dans l'espace économique? Est-ce que vous n'allez pas piétiner, j'allais dire, ces principes? Non, je ne compte pas mettre à mal les principes de l'UEMOA, de la CEDEAO et même de l'OMC, pas du tout. Mais tous les pays du monde, sans exception, en tout cas les grandes nations que vous connaissez, je peux vous dire que ces nations-là accompagnent, protègent leurs industriels locaux, nationaux. Sans grand bruit, ils le font quand même. Vous prenez les États-Unis, il y a quelques années, c'est Airbus qui avait remporté le contrat de ravitaillement des avions militaires en vol. C'était un contrat de plusieurs milliards de dollars. Airbus l'avait remporté. Les Américains l'ont cassé pour le donner à Boeing. Ça, c'est l'excès. Donc, la préférence nationale existe, même chez ceux qui se targuent du libéralisme et du capitalisme le plus extrême. Nous, on laisse tout le monde venir et on regarde les trains passer. Je dis, à un moment donné, il faut que l'on ait une classe économique plus forte, que l'on se construise une classe moyenne plus importante. Et donc, la solution, c'est nationaliste. La solution, elle est fiscale. Vous n'interdisez pas. Vous êtes un investisseur américain, vous arrivez, vous décidez d'investir en Côte d'Ivoire. Le code d'investissement est là, le code général des impôts est là, il s'applique à vous comme il faut. Maintenant, si vous décidez de prendre un partenaire ivoirien, vous aurez un avantage fiscal. Par exemple, au lieu de payer 25% de BIC, vous serez à 20%. Et si vous faites appel à l'épargne publique et que vous allez avoir une cotation boursière à la BRVM, vous pouvez avoir un autre avantage fiscal. Ça fait des ressources
local. Et demain, quand vous voulez vous retirer, l'actionnaire ivoirien a un droit de préemption sur vos actions et c'est lui qui finit par être propriétaire. Vous voyez? Donc il y a des techniques. Tous les pays l'ont fait. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Et ensuite, vous favorisez le réinvestissement au niveau local. Mais quand vous donnez des concessions comme ça, à Tire-Larigot, à d'autres investisseurs, sur 15 ans, 30 ans, sans qu'il y ait un Ivoirien dedans, cette entreprise travaille, finit, renouvelle, et puis il n'y a même pas de transmission de savoir-faire. Monsieur Jean-Louis Billon, l'emploi des jeunes, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce secteur? Alors, les jeunes, c'est la plus grosse partie de la population ivoirienne et c'est la plus défavorisée. Ils sont en quête d'emploi. Même diplômés, ils restent à la maison parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Alors, je tiens à dire que le gouvernement va vous dire que nous avons 2,5% de chômeurs, moins de 3%. Nous tous, on sait que c'est archi faux. Le courrier que nous recevons le plus dans une journée, c'est une demande d'emploi. Donc on a un vrai problème. C'est la création d'emplois. Les chiffres ne sont pas vrais, monsieur Billon? On a toujours un débat de définition. Donc on va vous dire, un chômeur, c'est quelqu'un qui n'a aucune activité et qui est en quête d'emploi. Donc celui qui vend des sachets d'eau au bord de la route a une activité, donc il n'est pas en quête d'emploi. Mais arrêtons, c'est un chômeur déguisé, il est dans la survie. Vendre des sachets d'eau au feu rouge, ce n'est pas un emploi. C'est quoi vos chiffres à vous? On est plus près de 26%, et quand on regarde la précarité même du nombre d'emplois, on est plus près de 60% d'emplois précaires. Donc vous avez 26% de vrais chômeurs et plus de 60% d'emplois précaires. Alors, comment vous réglez tout ça? Il faut des entreprises solides. Il faut plus de PME. D'où l'application de la loi sur les PME. Ministre du Commerce, j'ai laissé le plan Phoenix, qui ne demande qu'une chose, être mis en application. Ça demande un minimum de moyens. À l'époque, c'était à peu près 240 milliards de francs CFA. C'est à la portée d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir plus de PME et voir que les PME qui sont les plus nombreuses, qui représentent 80% du tissu économique et qui ne comptent que pour 20% du produit intérieur brut. Les PME doivent compter pour 50, 60, 70%. Est-ce que votre souveraineté économique dont vous parlez, est-ce qu'elle doit reposer forcément, si je l'entends bien, sur le protectionnisme? Non, non. J'ai parlé de l'environnement général des affaires et du développement des PME. Et quand je parle de protectionnisme, ce n'est pas vraiment du protectionnisme, c'est un accompagnement. C'est différent. Voyez-vous, j'ai eu cette chance il y a quelques années d'aller passer le week-end chez le président Obasanjo du Nigeria. Et qui m'a expliqué comment il a fait. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tous les politiques vous parlent de champions nationaux, mais ils n'en créent pas. Non seulement ils n'en créent pas, mais ceux qui sont là, ils ne les protègent pas. Les identifier, ils sont là déjà. Vous avez plein de talents en Côte d'Ivoire qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur apporte un minimum de considération, c'est qu'on leur donne plus de marché, c'est qu'on les accompagne. Et là, oui, ils seront plus forts. Et là, ils vont pouvoir générer d'autres petits frères.